Bonsoir à tous. Merci de votre fidélité. Covid-19 à vos questions. C'est le moment. Aujourd'hui, nous allons parler de ce thème Covid-19. Le dexaméthasone, mieux que l'hydroxychloroquine. Notre invité, professeur Anoumou Yaotié Claver Dagnan, professeur titulaire de microbiologie. C'est ça. Absolument, c'est ça. Merci d'être là. Tout le plaisir est pour moi. Alors, il y a de cela 24 heures, bientôt 48 heures, un débat encore sur un autre produit sur le marché qui a été essayé, un essai clinique qui fait plus ou moins de prouesse pour le moment, le dexaméthasone. Concrètement, il s'agit de quel produit? Alors, le dexaméthasone fait partie des molécules que nous appelons les corticoïdes. Ce sont des médicaments... C'est un peu scientifique, hein? Vous allez voir tout à l'heure que ce n'est pas tout à fait vrai. Ce sont des médicaments qui sont connus depuis des années et qui sont utilisés, disponibles dans nos pays. Donc, ce n'est pas nouveau. On a déjà ça disponible dans les pays Absolument, c'est disponible dans nos pays. Et comment est-ce qu'on l'appelle dans nos pays là? C'est toujours le nom ça ou... Oui, c'est toujours dexaméthasone. Oui, c'est le nom, dexaméthasone. Comme je le dis, c'est une grande famille qu'on appelle les corticoïdes. Il y a des dérivés qu'on appelle le cortisol, par exemple, Célestène, c'est toute cette famille-là. Célestène, par exemple, est utilisé dans les crises d'asthme aiguë. Donc, dexaméthasone n'est pas loin de ces molécules-là. Ces molécules sont utilisées surtout pour lever des urgences. En termes de problèmes, quand on a des problèmes d'allergie, par exemple, ou des problèmes inflammatoires, on va les utiliser. Alors, un essai a été fait dans le cadre de cette lutte contre la maladie à coronavirus. Justement, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet essai-là qui est fait et qu'est-ce qu'on peut avoir comme suite probable dans les jours qui viennent? Parce que l'OMS a déjà commencé par apprécier, jeter des fleurs à ceux qui ont fait cet essai-là. On peut être tenté de dire que c'est sur une bonne voie. Disons que les résultats qui sont obtenus sont vraiment encourageants, comme vous l'avez dit, mais c'est des molécules qu'on a commencé déjà par utiliser avant de le concrétiser par un essai clinique. Oui. Et le résultat obtenu montre que chez les patients qui ont une insuffisance respiratoire due à Covid-19, chez ces patients-là, le dexaméthasone améliore la survie pour un pourcentage qui peut aller jusqu'à 25%. Voire un peu plus. Alors, chez ces patients, qu'est-ce qui se passe quand on fait Covid-19? Il y a plusieurs types de manifestations. Chez certaines personnes, le système immunitaire, que nous appelons le système de défense de l'organisme, va surréagir, va réagir plus qu'il n'en faut. Et cette hyper-réactivité va entraîner des troubles respiratoires. Et le dexaméthasone, quand on le donne, ça va baisser la réactivité chez ces patients-là et va améliorer tout ce qui est, tous les aspects respiratoires. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas un médicament qui est indiqué chez tout le monde. L'étude a été claire. C'est ceux qui ont des troubles respiratoires. C'est uniquement chez eux qu'on a cette amélioration-là. Chez les autres patients qui n'ont aucun trouble respiratoire, ce n'est du tout pas la peine d'aller donner de dexaméthasone. Voilà, donc c'est réservé à un type de malade dû à Covid-19 et la majorité des malades, c'est-à-dire les 80-85%, comme on a eu à le dire, qui ne vont pas avoir des manifestations graves, ils n'ont pas besoin de ce médicament-là. Mais les 10 à 15%, chez qui on a un système immunitaire qui s'est emballé et qui devient une maladie, là, on va leur donner le dexaméthasone pour améliorer la survie. Visiblement, ça ne change pas grand-chose. Hein? Oui, ça change. Bon, si on prend des pays où on n'a pas des cas élevés de manifestations respiratoires, on n'a pas beaucoup de cas de manifestations respiratoires, on ne va pas le donner. Mais ce qui s'est passé en Europe, c'est-à-dire la France, l'Italie, l'Espagne, et actuellement en Angleterre ou en Amérique du Nord, les États-Unis, où on a beaucoup de patients qui sont en réanimation pour insuffisance respiratoire,
Quand on voit le chiffre de la France, on est à près de 30 000 décès. Il y a près de 60 000 patients qui étaient en réanimation. Donc, pour ces patients-là, ça devient important de pouvoir mettre ces médicaments-là. Au Togo, nous, on a eu un certain patient en réanimation. Les corticoïdes, la corticothérapie, puisque cette molécule fait partie de cette famille-là, a été utilisée chez certains patients pour améliorer leur état respiratoire. Donc, plus vous avez beaucoup de cas de patients qui ont des insuffisances respiratoires dues à Covid-19, plus vous allez utiliser ce médicament. Mais on a comme impression que les recherches n'ont pas vraiment vite abouti pour qu'on puisse éviter le pire dans ces pays-là. Et c'est maintenant où on assiste à peut-être 3 décès, 10 décès par jour en France, par exemple, que le produit-là, finalement, fait son... Oui, vous avez raison, parce que Covid-19, c'est une nouvelle maladie. On ne la connaissait pas avant. On ne sait pas quelle est la physiopathologie, comment ça se manifeste. Et on découvre progressivement toutes les manifestations, entre guillemets, toutes les facettes de ce virus. Peut-être que d'ici 2-3 semaines, on va trouver encore une molécule qui fait encore mieux ou qui, utilisée chez tout le monde, va améliorer, va éviter même d'arriver à l'insuffisance respiratoire. Pour le moment, c'est ceux qui sont arrivés à l'étape de l'insuffisance respiratoire qui vont l'utiliser. Peut-être qu'on va trouver un médicament qui va empêcher même qu'on arrive à cette étape. Donc, c'est une nouvelle maladie, c'est logique. Et moi, je suis d'ailleurs très heureux que ça va vite. On a eu, quand vous prenez des maladies comme la tuberculose, comme le VIH, on a eu beaucoup d'années avant de trouver des médicaments. Dans les siècles passés, la tuberculose a fait beaucoup de morts, de décès. Mais aujourd'hui, on a le traitement. Donc, moi, je trouve que pour le Covid-19, ça va même très vite. Dans l'histoire des maladies infectieuses, on n'a jamais vu une évolution aussi rapide pour trouver le diagnostic, le test pour faire le diagnostic. On n'a jamais trouvé aussi rapidement des médicaments qui peuvent agir très rapidement. Donc, la médecine est en progrès et ça va continuer. Est-ce qu'on n'est pas peut-être en face de cette affaire un peu à la chloroquine où au départ on avait dit que bon, ça va, on peut faire l'affaire avec la chloroquine. Quelques jours après, il y a des sorties tonitruantes qui disent que ce n'était pas vraiment le produit qu'il faut, il y a des complications, il faut laisser de côté, revoir autrement le traitement. C'est vrai que depuis le début de cette épidémie, il y a eu beaucoup de controverses sur la chloroquine. Moi, je pense que le moment est arrivé de laisser tranquille la chloroquine là où elle était avant. Beaucoup de controverses. Il y a des études qui ont trouvé que la chloroquine a des effets bénéfiques. Il y a d'autres qui ont trouvé le contraire. Il y en a qui ont trouvé même que la chloroquine est néfaste même à certains patients. Mais ces gens, ceux qui ont publié l'article sur le Lancet, j'étais venu ici, on en a discuté. Ils sont en train de revenir sur leurs résultats. Ils sont en train de se rétracter. Donc, il y a beaucoup de choses à connaître encore, mais je me rappelle que sur la chloroquine, ce que Didier Raoult, qui est le promoteur, pas promoteur, mais qui est le premier à utiliser la chloroquine, ce qu'il disait, c'est de donner très tôt la chloroquine quand le patient est diagnostiqué pour éviter qu'on arrive à des complications. C'était lui, sa théorie depuis le départ. Maintenant, si vous donnez la chloroquine à quelqu'un qui est déjà en état d'insuffisance respiratoire, vous n'aurez aucun effet et ça a été déjà prouvé par plusieurs autres études. Moi, je pense qu'on avance, on découvre mieux. Comme je l'ai dit, si les pays africains pensent que la chloroquine joue un rôle important dans la prise en charge de leurs malades et que la chloroquine fait plus du bien que de mal, ben pourquoi ne pas continuer jusqu'à ce qu'on ne trouve mieux. Jusqu'à présent, on ne fait que chercher, comme on l'a dit, dexaméthasone, ça concerne 10 à 15% des malades. Il y a 80 à 85% des malades pour qui il faut faire quelque chose. Et donc, la chloroquine peut peut-être jouer un rôle dans ce cas. Est-ce que veut dire que dans les jours qui viennent, le protocole de traitement va subir une légère modification, hein? Ce ne serait plus
la chloroquine avec de l'azithromycine seule, mais on aura après de ce produit-là, dexaméthasone, qui fera son entrée sur la liste des produits Alors, avec lesquels on traite le Covid-19. Comme je le disais au départ, il y a les corticoïdes qui sont déjà utilisés au CHR Lomé Commune et sur les autres sites pour la prise en charge ou pour le traitement des patients qui ont une insuffisance ou une détresse respiratoire. Ces molécules sont déjà disponibles. Ils utilisaient peut-être d'autres corticoïdes. Maintenant qu'on a prouvé que le dexaméthasone vient améliorer significativement le traitement chez les patients en insuffisance respiratoire, donc ça va être continué. Ça ne remet pas en cause du tout le schéma de base qui est de donner à tout le monde qui arrive aujourd'hui chloroquine et azithromycine. La disponibilité ou l'ajout de dexaméthasone ne change pas le traitement de base qui est instauré, en tout cas pas pour l'instant. Et le dexaméthasone ne vient pas remplacer chloroquine et azithromycine, puisque, comme on l'a dit, l'étude même l'a prouvé que c'est chez les patients qui ont un problème respiratoire, c'est chez ces patients que le dexaméthasone a des effets bénéfiques, pas pour les autres patients. Parfait. On va essayer maintenant d'apprécier les chiffres, les statistiques à la date, bien sûr, de 16 juin 2020. La situation au Togo, à la date bien sûr de 16 juin 2020, se présente comme suit: 180 cas actifs avec 344 cas guéris, 13 décès, 537 cas confirmés au total, avec 26 020 nombre total de tests effectués sur toute l'étendue du territoire national. Un petit détail sur les chiffres là: 5 des 431 tests des personnes testées sont positives, portant le nombre total des cas positifs à 537. Ces 5 personnes dont les âges sont compris entre 20 et 55 ans se répartissent comme suit: 1 cas parmi les cas contacts, un homme dans le district 3 à Lomé; 3 cas parmi les voyageurs, une femme dans le district 1 à Lomé et 2 hommes à Blita; 1 cas parmi les suspects, un homme dans le district A1 à Lomé. 36 nouveaux guéris ont été enregistrés, portant à 344 le nombre total de patients guéris de Covid-19 au Togo. Le nombre de décès reste inchangé et le cas actif est à 180 à la date bien sûr de 16 juin 2020. Ce qui est beaucoup plus encourageant sur ce tableau-là, c'est le point concernant les cas, enfin la colonne des nouveaux guéris. On a jusqu'à 36. Oui. C'est beaucoup. Oui. C'est une première. Oui, alors, si vous avez beaucoup de cas actifs, c'est logique que le nombre de guéris augmente. Avant, c'était 5, 10, 15 et tout. Il y a eu longtemps où le nombre de guéris tournait autour de 6, de 5, de 8. Donc, il y avait beaucoup de gens qui étaient proches de la guérison. Et donc, c'est logique qu'il y ait beaucoup de guéris. Moi, je voulais profiter de cette occasion pour féliciter mes confrères qui sont dans la prise en charge médicale. Moi, je suis du côté laboratoire, je suis dans le diagnostic. Ils sont dans le côté traitement. Donc, les féliciter pour tous les efforts qui sont faits. Il faut noter également, comme on l'a dit depuis le début de cette maladie, que l'évolution normale se fait vers la guérison chez au moins 80% des patients. Donc, ce n'est pas étonnant qu'on ait ces chiffres. C'est normal. C'est normal, tout à fait, c'est normal. C'est l'évolution. Un chiffre de toute l'étendue du territoire, ce n'est pas seulement à Lomé. Ah non, c'est sur toute l'étendue du territoire, là où les patients sont pris en charge: Tapaon, Kara, Sokodé, Atapamé, etc. C'est sur toute l'étendue du territoire. Parfait. Voilà. C'est une compilation globale. C'est une compilation
des cas actifs traités qui ont recouvert la santé sur toute l'étendue du territoire Tout à fait. national. Oui. Ce qui veut dire que dans les jours qui viennent, on peut arriver à avoir zéro cas actif, peut-être non. Il faut être prudent et il faut faire très attention. Parce qu'il y a un travail qui se fait. Hein. Oui, il faut être prudent et il faut faire très attention parce que nous ne sommes pas à la fin de l'épidémie. Et comme l'a dit le coordonnateur, il faut qu'on sache vivre avec cette épidémie. Il y aura toujours quelques cas sporadiques, mais il y aura toujours des cas, d'où la nécessité des mesures barrières. Mais on ne peut pas tout de suite déclarer que parce qu'on a eu aujourd'hui 36 guéris, parce qu'on a eu 5 nouveaux cas, que d'ici quelques mois, on n'aura plus du tout de cas actifs. Il faut faire attention à ça. Finalement, on est à quelle phase de cette maladie-là? Phase ascendante toujours ou bien ça a chuté? Quand on regarde les chiffres sur les 2 dernières semaines, on peut dire qu'on est à la phase descendante. Il y a 3-4 semaines, on a connu un pic où on peut aller jusqu'à 25-30 cas par jour. Mais depuis un certain temps, on tourne entre 2 et 3 en moyenne. On est revenu sur les statistiques du début de l'épidémie. Si cette tendance continue, comme on le voit, si cette tendance persiste, cela veut dire qu'on est à la phase descendante. Mais il faut être prudent, garder toujours les mesures barrières, garder en tête que l'épidémie n'est pas finie et que, comme j'ai eu à le dire, le jour où on aura un vaccin et que tout le monde sera vacciné, c'est seulement en ce jour qu'on sera sûr que Covid-19 est parti. La preuve, la Chine, l'épidémie est en train de reprendre en Chine au jour d'aujourd'hui. Entre-temps, on pensait que la Chine a résolu le problème de l'épidémie de Covid-19. Un cas, 2 cas, peut-être des jours, des mois, même, pas des mois, mais des semaines même, où ils n'ont déclaré, les Chinois n'ont déclaré aucun cas. Mais on se rend compte que il y a quelques jours, l'épidémie est en train de repartir. Donc, on n'a pas encore fini avec Covid-19 comme ça. Il faut qu'on soit prudent. Par rapport aux mesures barrières, il y a un débat qui se fait autour maintenant du port obligatoire des masques. Hein. La question qui se pose, enfin, il est bien vrai qu'on a des masques faits main par nos couturiers, c'est là. Mais est-ce qu'on a vraiment des masques en nombre suffisant, d'abord, avant de l'imposer à tout le monde? Aujourd'hui, quand vous allez dans la plupart des pharmacies, vous avez des masques qui sont disponibles. Quand il suffit de sortir, de prendre sa voiture, d'arriver à un carrefour, vous allez voir beaucoup de monde, des jeunes surtout, qui ont des masques en main en train de vendre. Il y a des entreprises qui ont recruté des couturiers et des couturières et des tailleurs pour fabriquer des masques. Je ne pense pas qu'on ait en besoin de masques. Est-ce qu'il y Ça a ne les donne moyens pas pour cette pouvoir en impression. procurer? Pardon? Les moyens. Alors, les masques, les coûts aujourd'hui, au bord de la route, vous pouvez trouver des masques à 200, vous pouvez trouver à 500 francs. C'est des masques en plus réutilisables si on l'entretient correctement. Moi, je pense qu'une personne qui a 5 masques réutilisables, donc ça fait 1000 francs, il peut le garder, le laver régulièrement et le changer pendant 2-3 semaines. Ça ne me paraît pas trop cher. Parce que moi, quand je sors encore à côté de ma maison, pas très loin, il y a un bar, un débit de boisson. Il y a des gens qui viennent boire là-bas. Ça veut dire que il faut faire un peu de sacrifice. Si on a la possibilité d'avoir de l'argent pour acheter des boissons, je ne vois pas pourquoi on ne peut pas sortir 200 francs pour acheter des masques. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont réellement dans le besoin. Il faut être honnête. Et je sais qu'il y a des associations qui ont distribué plein de masques. Il y a des mairies qui ont distribué plein de masques. Il y a l'État qui a distribué des masques aux élèves et aux enseignants. Donc, des efforts sont faits quand même pour que tout le monde puisse s'en procurer. Il y a les émidiamans qui doivent porter le masque. Ils font une activité lucrative, une activité qui génère des ressources financières. Masque à 200 francs ou à 300 francs à utiliser
en 2-3 jours, voire 4 jours, je pense que si on réfléchit dans ce sens et qu'on fait un effort en sachant que c'est pour la santé qu'on le fait, je pense que c'est faisable. Maintenant, s'il y a véritablement des communautés qui sont dans le besoin, il y a des ONG, il y a l'État qui peuvent apporter des appuis. Il y a un autre débat également qui se fait autour du port de masque. Quand est-ce qu'il faut le porter? Parce qu'il y a le nouveau code pénal, il y a un article qui fait parler de lui. On a écouté le colonel en charge, bien sûr, de cette force-là, qui est censé surveiller de près le port, la mise en application générale des gestes barrières. Le port de masque est recommandé en lieu public. Du moment où vous allez sortir et rencontrer des gens, entre guillemets, étrangers, il faut porter le masque. Mais si vous êtes chez vous à la maison, vous êtes chez vous à la maison, dans votre salon, dans votre jardin, je ne pense pas que vous allez porter le masque. Sinon, quand est-ce que vous allez l'enlever finalement? Or, il faut l'enlever aussi pour pouvoir le laver si vous n'en avez pas suffisamment. Donc, on ne dit pas de porter des masques à la maison, chez vous, mais si quelqu'un vous rend visite, la personne doit être... Moi, quand quelqu'un rentre chez moi à la maison, la personne doit être en masque. Quand quelqu'un rentre dans mon bureau, la personne doit être... C'est écrit sur la porte. Avant de rentrer ici, il faut porter le masque. Donc, c'est des lieux publics, ça. Mais à la maison, si un étranger vient, l'étranger doit avoir son masque. Mais si vous tous qui êtes dans votre maison, quand vous sortez, vous portez votre masque, vous êtes en famille, vous êtes sûr que tout le monde a porté le masque toute la journée, ça veut dire que vous n'avez pas pris de risque pour être contaminé. Vous rentrez chez vous le soir, vous enlevez votre masque. Donc, c'est destiné pour les lieux publics et en dehors de nos domiciles. Destiné pour les lieux publics, oui. Ah oui. Mais à mi-chemin, seul dans sa voiture, on doit le porter ou quand on est peut-être à quelques mètres ou bien on sait qu'on sera en public qu'il faut le porter. Ça, c'est un débat. C'est un débat qui... On m'a déjà posé cette question. C'est un débat. Si vous êtes seul dans votre Parce que véhicule, c'est le point d'achoppement actuellement. Hein, oui, si vous êtes seul des feux tricolores et autres, dans là, votre véhicule, si vous êtes seul dans votre véhicule et que vous avez votre masque à côté de vous, vous savez que quand vous allez sortir pour commencer des activités ou rencontrer des gens, vous avez le masque à côté pour mettre, tant mieux. Mais je pense que pour cet aspect, il y aura quand même une sorte d'autodiscipline et de souplesse. On n'est pas là pour prendre tout le monde et mettre des amendes seulement. Il faut voir la situation dans laquelle la personne se trouve. Donc, ce sera au cas par cas et je pense que les forces de l'ordre vont user de toute leur sagesse pour comprendre les situations. Si vous êtes 2, 3, 4 dans un véhicule, il faut porter le masque. Oui. Voilà. Maintenant, si vous êtes seul dans votre véhicule et que le masque est à côté de vous, bon, si avec beaucoup d'explications et de sagesse, ça devra pouvoir passer. Parfait. Mais si jamais vous êtes seul dans votre véhicule et que vous n'avez pas de masque à côté, c'est pas normal. Parce qu'il se peut que vous sortez de la voiture pour acheter quelque chose dans un magasin ou pour aller à la station d'essence pour prendre du carburant ou pour parler même à l'agent de police. Oui, c'est un contact étranger. Donc, en ce moment, il faut se protéger. Je pense que c'est maintenant clair, hein, parce qu'il y a un débat qui se fait depuis quelques jours déjà autour de ce point-là, le port, quand est-ce qu'il faut porter le masque, quand est-ce qu'il faut laisser au moins le masque pour quelques secondes respirer de l'air naturel. Oui, je suis d'accord, mais tout est question de bon sens. C'est le bon sens. Oui. Donc, si vous pensez que là où je suis en train d'aller, je vais croiser des gens et que j'ai mon masque à côté de moi, les vitres sont fermées. Bon, tout est question de bon sens. On ne peut pas... Moi, je pense que les gens appliqueront cette loi avec beaucoup de sagesse, beaucoup de souplesse, mais en étant rigoureux. Puisqu'avec le couvre-feu, que ça a donné avant l'arrivée du colonel Amana, hein, c'est pourquoi il faut quand même expliquer les choses de façon claire. Au tout début, c'était un peu... Du colonel Okpaoul, ça n'a pas été facile avec les couvre-feux. Déjà, on dit à 20h ou bien à 21h déjà, 2 minutes, 21h, 2 minutes, vous êtes foutus. Hein. Au tout début, ça a été difficile, peut-être beaucoup d'incompréhension entre ceux qui doivent appliquer la loi et la population. Mais après,
Ça s'est beaucoup amélioré. Il y a eu beaucoup de sensibilisation, beaucoup de compréhension entre les deux parties, si je peux parler comme ça. Et on a eu moins de bavures, entre guillemets. Et je pense que c'est cette même équipe qui est là, qui va continuer par nous accompagner dans la mise en œuvre des mesures qui sont prises actuellement, notamment le port de masque. Et moi, je suis persuadé que ça va bien se passer. Merci, professeur. On va commencer par prendre les questions. La série des questions-réponses, la toute première. Bonsoir le plateau. Peut-on dire que la chaleur est un facteur limitant à la propagation du virus, à coronavirus? Bon, voilà. Parce que beaucoup de personnes au nord du pays le clament haut et fort et profitent pour se foutre des mesures barrières. Alphonse de Pebonga, au titre 2. Oui, alors des études ont montré que, comme pour tous les virus fragiles, nous appelons en virologie les virus fragiles. Comme pour tous les virus fragiles, la chaleur est un effet un peu protecteur. Mais nous étions ici en période de chaleur quand l'épidémie a commencé. Il faisait chaud au Burkina, il faisait chaud au Mali, il faisait chaud au Sénégal. Mais on a eu beaucoup de cas de Covid-19. Au Togo, on avait commencé en mars. Mars, il faisait chaud. Avril. Le 6 mars. Voilà, donc on a eu des cas. Ça peut jouer un rôle, mais ça ne va pas limiter. Ça ne suffit pas pour éradiquer ou pour limiter la transmission. Et donc, ceux qui sont dans la partie septentrionale du pays, il y a eu beaucoup de cas. Il y a eu des cas à Sokoré, il y a eu des cas à Mango, il y a eu des cas d'Apaon, Saint-Cassé. Donc, la différence entre la température du nord du pays et la température du sud du pays n'aura véritablement pas d'effet sur la transmission du virus. Et quand vous voyez, il y a des zones aujourd'hui qui sont au sud du pays qui sont moins touchées parce que les premiers cas, comme on l'a dit, c'est des contacts avec les gens venus de l'étranger et tout, mais maintenant c'est passé, la maladie est rentrée dans la communauté. Non, ce n'est pas une raison. La chaleur n'est pas le seul facteur qui limite la propagation du virus, surtout dans la partie septentrionale du pays. Non. Et je vous rappelle que nos compatriotes au nord du pays doivent adopter les mêmes mesures qui sont adoptées au sud du pays. On a comme l'impression que les mesures, enfin, ce que fait la police, la force anti-pandémique est beaucoup plus accentuée au sud du pays, plus précisément de la capitale. Oui, et c'est logique, ça c'est tout à fait normal. Où est-ce qu'on a plus de cas? C'est dans la capitale. Quand vous prenez tous les cas qu'on a eu dans le pays, peut-être 30, 40, voire probablement la moitié des cas, c'est dans la capitale. Et donc, si il faut limiter la propagation du virus, c'est d'abord dans la capitale et c'est tout à fait logique. On le voit pour d'autres maladies. Ici, c'est là où la maladie elle est la plus fréquente. C'est en cet endroit qu'il faut mettre les moyens. Si vous allez renforcer toutes les mesures, renforcer les mesures dans des zones où il n'y a aucun cas, ça n'a pas de sens. Il faut se concentrer là où on trouve les cas. C'est aujourd'hui la situation entre les campagnes, les villages et les villes. Donc, les dispositions doivent être plus renforcées dans les villes, et notamment dans la capitale, que dans les zones rurales où les habitats sont dispersés, où il n'y a pas beaucoup de monde, où on ne reçoit pas beaucoup de visites. Mais quand on sait que les cordons sanitaires ont été levés il y a quelques jours, est-ce qu'on est à l'abri à l'intérieur du pays? Non, pas du tout. La preuve, aujourd'hui, quand on prend Covid-19, c'est pratiquement toutes les préfectures, tous les districts, sous les chefs-lieux de préfecture sont touchés, ont déclaré des cas. Donc, ce n'est pas la levée du cordon sanitaire qui est le problème. Le virus est déjà là-bas. Il y aura quand même des allers-retours. Oui, il y aura des allers-retours. Ils vont encore intensifier. Raison pour laquelle il faut qu'on renforce les mesures barrières. Et on va arriver à contrôler l'épidémie. Voilà. On va prendre une nouvelle question dans cette émission et elle nous dit « Salut docteur, quelles sont les voies d'élimination du virus par l'organisme et dans quel état le virus est évacué de l'organisme ?»
Il y a plusieurs voies d'élimination, mais la principale, c'est la voie respiratoire. Et par cette voie respiratoire, on retrouve la forme contaminante du virus. La preuve, c'est par voie respiratoire qu'on est contaminé. Donc, par voie respiratoire, par des gouttelettes salivaires, c'est-à-dire quand on tousse, quand on parle à haute voix ou quand on éternue, on va pouvoir éliminer le virus dans ce cas. Certaines études ont retrouvé le virus dans les selles, élimination par voie digestive dans les selles, mais heureusement, il n'y a pas eu de contamination par les selles qui ont été décrites. C'est les virus qui sont déjà morts ou c'est des quelques composants du virus qu'on retrouve dans les selles. Des études, moi j'ai lu des études où on a recherché le virus dans le sang, on a recherché dans les urines, on a recherché dans le liquide céphalorachidien. En tout cas, pratiquement pas d'élimination par ces voies-là, ou très peu. Donc concentrons-nous sur l'élément important qui est la voie principale de transmission, qui est la voie respiratoire. La suite de la série de questions-réponses, la question suivante. Merci pour vos efforts dans la lutte contre le Covid-19. Les Anglais ont essayé l'immunité collective, mais ils l'ont abandonnée à cause de la vieillesse de leur population. La population africaine, dont le Togo est jeune. C'est possible de tester l'immunité collective au Togo pour en finir. Étienne a posé la question. Oui, c'est une question intéressante. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'immunité collective? L'immunité collective, c'est de laisser les gens s'infecter, la grande partie de la population s'infecter pour développer des anticorps et se protéger. Ça voudra dire, si on optait pour cette voie, ça voudra dire que, il y aura plus de mesures barrières, c'est-à-dire pas de masque, pas de distanciation physique, il faut ouvrir les aéroports, ouvrir les frontières, on circule comme on veut, on ne prend aucune mesure. Si quelqu'un tombe malade, on le traite. Et dès que vous allez arriver à près de entre 20 et 50% des personnes infectées, on pense que tout le monde est protégé. Puisque la plupart des gens vont faire une forme asymptomatique, sans signe de la maladie. C'est ce qu'on appelle l'immunité collective. Est-ce qu'on peut aller sur cette voie? Moi, je reste prudent. Parce que c'est une maladie qu'on ne connaît pas. On a vu ce qui s'est passé dans les pays développés. Moi, j'ai peur qu'en utilisant cette voie, qu'on ait beaucoup de cas de contamination. Ce qui est logique, c'est ce qu'on cherche, mais qu'on ait beaucoup de cas à hospitaliser et qu'on ait beaucoup de décès. Parce qu'il ne faut pas oublier que les pays africains, et dont le Togo, nous avons un système de santé qui est faible. C'est normal, c'est connu. C'est pas un secret pour ça. Combien de respirateurs nous avons au Togo? Combien de réanimations nous avons au Togo? Et qu'est-ce que ça va nous coûter si nous nous lançons sur cette voie? Donc, vous avez vu que, à part les Anglais, ils ont essayé, ça n'a pas marché. Le Danemark et les pays nordiques ont également essayé cette méthode avec des résultats mitigés. Vous voyez ce qui se passe aux États-Unis et au Brésil. Ça s'apparente un tout petit peu à des techniques comme ça, mais vous voyez que ça ne marche pas. Donc, il faut faire attention. Est-ce qu'on a déjà essayé avec d'autres maladies, cette méthode-là, non. Alors, les gens ont voulu l'essayer pour la grippe, mais ça n'a pas marché. La preuve, on fait maintenant un vaccin contre la grippe chaque année. Donc, c'est une méthode à double tranchant. Il faut être très prudent là-dessus. Et avec cette maladie, en tout cas, pour ce que ça nous a démontré dans les pays développés, non, il vaut mieux ne pas aller sur cette voie. Même si, apparemment, on a une population qui est jeune. On a besoin de ces forces-là pour d'autres choses. Parfait. La suite de la série de questions-réponses. Bonsoir, j'aimerais connaître la définition du Covid. Bon, je pense que... Coronavirus disease, c'est-à-dire la maladie due au corona, c'est un terme anglais. Ouais. Coronavirus disease c'est maladie. Et on rajoute 19 parce que c'est apparu en 2019. Parfait. Voilà. Je
pense que c'est clair pour le téléspectateur qui a posé la question. Coronavirus disease, c'est parce que c'est en 2019 que ça a commencé. Parfait. Bonsoir, professeur. Après l'utilisation de 50 doses de Covid Organics, quelle conclusion tirez-vous par rapport à son efficacité et comparaison avec hydroxychloroquine? Vous l'avez déjà essayé, c'est bon? Mais le téléspectateur, il est très très bien informé. Alors, Covid organique est en cours d'essai. On n'a pas encore les conclusions. On a démarré les essais au CHL Lomé Commune. En comparaison avec d'autres molécules, les résultats seront publiés très bientôt. Seront disponibles très bientôt. L'essai n'est pas encore fini. Les comparer, hein? Ah oui, bien sûr. Comparer avec de la chloroquine. C'est une comparaison qui est faite pour voir si Covid organique est supérieur en termes de traitement de Covid-19 par rapport à la chloroquine ou par rapport à si on ne donnait rien du tout. Donc, on va attendre les résultats. Mais n'oublions pas qu'au Madagascar, qui est le pays qui a découvert le Covid organique, l'épidémie continue d'augmenter. On nous avait dit que Covid organique, on l'utilisait en prévention et en traitement. Mais il suffit de regarder les chiffres. Madagascar atteint bientôt les 1000 cas de coronavirus et Covid organique est là. Donc, à suivre. OK. On évolue avec la série de questions-réponses. Bonjour, le plateau. Sachant que le paludisme tue en Afrique plus que Covid-19, où en sommes-nous avec la campagne de distribution des moustiquaires Milda pour cette année 2020 qui était prévue chez nous au Togo avant Covid-19? Très belle question. Covid-19 est venu perturber le plan de distribution des moustiquaires. Normalement, la distribution devait être faite avant la saison de pluie. Malheureusement, ça a commencé. Mais la distribution va se faire. Les dispositions sont en train d'être prises. La plupart des moustiquaires sont déjà arrivés dans le pays. Le plan de distribution est en cours. Le budget est disponible. Et dans les mois qui vont venir, la distribution va être faite. Il faut que ça commence vite. Hein? Ça va aller très très vite. Et surtout, il ne faut pas que d'autres détournent ça pour des fins. On voit souvent les vend à 500 francs. Non. Maintenant, aux bonnes dames, au maintenant marché, je peux vous dire. D'autres prennent ça pour faire les trucs de grillage de leur maison, fenêtres et ses consorts. Oui, alors ça, c'est ceux qui reçoivent les moustiquaires et qui ne l'utilisent pas aux fins pour lesquelles ces moustiquaires ont été distribués. Hein. Sinon, en matière de détournement, aujourd'hui, le système est fait de telle sorte que il ne peut plus y avoir de détournement sur les moustiquaires. Parce qu'il y a une partie de ces moustiquaires qui est achetée par le Fonds mondial de lutte contre la tuberculose, le paludisme et le sida, et une partie qui est achetée par l'État togolais. La surveillance de la distribution, surtout que c'est l'argent du Fonds mondial. Là, vous connaissez le système du Fonds mondial. Hein. Si vous prenez un rond, vous allez payer. Donc, soyez tranquilles. Les moustiquaires sont déjà disponibles. Un plan de distribution est sur la table. La distribution va commencer dans les jours à venir. Moi, j'exhorte la population à bien utiliser ces moustiquaires pour se protéger. Il n'y aura pas de détournement. Surtout dans les régions où il y a un fort taux de pluviométrie. Hein. C'est pour tout le pays. La distribution concerne tout le pays. Comme ça se fait en termes de campagne tous les 2 ans ou 3 ans. La distribution, c'est pour tout le monde. OK. Et l'État s'est engagé suffisamment. On ose croire que ça va commencer au bon moment et atteindra bien sûr la cible. Oui. Quand je dis que la distribution va se faire, oui. C'est sûr que ça va se faire. Parce qu'on a déjà le produit. On a déjà le moustiquaire. Donc, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. On n'a qu'à commencer par distribuer en même temps, puisque ça traîne. La pluie, ça a commencé, ça fait un bout de temps. Oui, c'est qu'il faut déjà, un programme. Au niveau de la capitale, dans les plateaux et autres.
Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a Covid, il faut gérer tous ces aspects-là. Vous-même, vous avez dit que les gens vont quitter à Lomé pour aller à l'intérieur du pays, il y a un risque. Donc, il faut gérer tous ces aspects de disponibilité d'eau, de solutions hydroalcooliques et de masques pour que, en voulant faire du bien, en distribuant les moustiquaires, qu'on ne crée pas d'autres problèmes. Depuis le lundi, nos frères, sœurs, petits frères, nos enfants ont commencé, enfin, en classe d'examen, ont commencé les cours timidement. C'est le 3e jour aujourd'hui. Les mesures barrières depuis la maison. Qu'est-ce qu'ils doivent faire concrètement? On sait qu'il y a le port de masque. On a vu d'autres qui ont commencé par le mettre au niveau du front, d'autres un peu fatigués déjà. Mais à part le port systématique des masques, qu'il faut-il faire? Oui, en dehors des ports systématiques des masques, il ne faut pas oublier le lavage de mains. Donc, dans la plupart des établissements scolaires, il y a des dispositifs de lavage de mains. Donc, on doit l'associer au port de masque. Troisième mesure, c'est la distanciation physique. Donc, c'est une personne par banc. Oui. Une personne par banc. Et c'est au maximum 30 élèves par classe. Donc, tous ces éléments mis ensemble doivent permettre que les enfants puissent terminer les cours et passer les examens sans qu'il y ait contamination. Donc, un enfant qui va à l'école et qui revient doit, à la porte de la maison, se laver les mains avec du savon. Maintenant, enlever son masque parce qu'il est arrivé chez lui. Et on a aussi dit qu'il ne doit pas y avoir de récréation où les enfants vont sortir pour aller acheter en bousculade, etc. Si c'est bien organisé, si c'est dans des plats à emporter, c'est bon. Ou si j'ai même suivi quelque part où les enfants devaient venir avec des plats de la maison pour pouvoir... Mais ça ne va pas être facile pour les familles. Rien n'est facile avec le Covid-19. Covid-19 nous crée des problèmes, rien n'est facile. Et nous devons nous adapter à cette maladie-là en espérant que c'est pour un temps. Ok. Est-ce que veut dire que les mesures barrières toujours, depuis la maison, à l'école et même avec les enseignants? Ah oui, les mesures barrières avec les enseignants. On les a vus, on les a disposées en Z dans les salles de classe. La distanciation physique, oui. Oui, en Z. En Z, oui, ça permet. Si l'autre est à ce bout, le suivant doit être à ce niveau. Donc, on respecte alors la distanciation, la distance qui doit faire au minimum 1 mètre entre 2 élèves. Et l'enseignant n'a plus le droit de se balader entre les bancs pour regarder sur les feuilles si quelqu'un écrit ou non. Vous restez au tableau, vous expliquez. S'il y a des questions, les gens peuvent se le poser. Il y a des endroits où, pendant les récréations, vous restez sur place. Si on peut faire... il y a des gens des proviseurs qui ont été très ingénieux. Ils ont fait des journées continues pour permettre aux élèves de rentrer et puis une deuxième vague qui vient dans l'après-midi. C'est des astuces qui vont permettre d'éviter la contamination. Surtout que 70% des cours ont été déjà faits avant l'arrivée de Covid. Absolument. Il ne reste que 30% pour pouvoir terminer le programme et aller aux examens. Absolument. On est pratiquement à la fin de l'émission, professeur. Merci pour l'invitation. Juste rappeler toujours les mesures barrières. Ces derniers jours, on voit qu'il y a des cas qui diminuent, il y a le nombre de guéris qui augmente, mais ne nous trompons pas, l'épidémie n'est pas encore finie. Nous devons rester toujours vigilants, garder en tête les mesures barrières et les appliquer. Et on espère qu'en faisant ainsi, nous allons arriver à maîtriser l'épidémie, en tout cas à limiter sa propagation. En tout cas, j'espère que le pic est derrière nous, si nous tous nous allons dans ce même sens. Parfait. Merci d'être passé et bon retour chez vous. Merci. Je rappelle bien sûr que vous êtes professeur Claver Anou Mouyaoutia d'Aïran, professeur titulaire de microbiologie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission de ce jour. Très bonne suite de nos programmes à vous tous. Au revoir.